Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 3 septembre 2020, grand dialogue national. L'heure est aux vérifications des recommandations. La première session du comité de suivi des recommandations de cette rencontre a eu lieu ce jour. Entre autres résolutions, la réinsertion sociopolitique des ex-combattants, le retour des réfugiés, la reprise des classes dans tout le pays, précisément dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On fera le point dans ce journal. On parlera également dans ce journal des élections régionales au Cameroun. Le ton est donné. Le président de la République a signé hier 2 septembre 2020 un décret fixant le nombre de délégués par département et le nombre de représentants du commandement traditionnel. Pour les politiques, le chef de l'État a respecté la loi. Nous les écouterons dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Le comité de suivi des recommandations du grand dialogue national s'est tenu pour la première fois ce jour à Yaoundé, à l'immeuble Étoile. C'est le Premier ministre qui a présidé les travaux de cette rencontre qui s'est tenue du 30 septembre au 4 octobre 2019. Mireille Chabzi. Au bout de plusieurs heures de travaux à l'immeuble Étoile, la première session du comité de suivi des recommandations issues du grand dialogue national fait le bilan. Les travaux ont été riches et très fructueux à bien des égards. Ils nous ont permis de passer en revue tous ensemble les mesures déjà prises par le gouvernement pour faire face à la crise dans le nord-ouest ou le sud-ouest et éventuellement de formuler des recommandations majeures pour la suite. Au cours de ces travaux, le comité a présenté son plan opérationnel. En première ligne, la reprise au prochain et effective des classes dans toutes les localités du pays, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à une crise sociopolitique qui secoue cette partie du Cameroun depuis environ 4 ans, soit depuis 2016, avec au tableau de nombreuses violences, pertes en vies humaines, dégâts matériels et environ 1 million de déplacés internes, à en croire certaines ONG. En écho, de cet appel lancé par certains leaders religieux, membres du comité de suivi du dialogue national, qui appellent les jeunes à sortir des maquis et à retourner sur le chemin de l'école. Aussi, un appel à déposer les armes et à rejoindre la plateforme de dialogue mise en place pour trouver des solutions à leurs préoccupations. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, par exemple, plaide pour la culture permanente du dialogue, car c'est l'ouverture à toutes les doléances, toutes les sollicitations, tous les besoins désormais disponibles pour que nul n'ait plus besoin de se réfugier dans la révolte pour pouvoir faire valoir sa cause et ses intérêts. Au-delà de ceci, nombre de résolutions adoptées au cours de cette première session du comité de suivi des recommandations du dialogue social portent ainsi sur la réinsertion sociopolitique des ex-combattants, le retour des réfugiés, la reprise effective des classes sur l'ensemble du triangle national dès la prochaine rentrée scolaire et universitaire prévue le 5 octobre 2020. Le président de la République vient donc de signer un décret fixant le nombre des conseillers régionaux par département et par catégorie. Le décret a été rendu public ce mercredi 2 septembre 2020. Avec vous, Mireille Chabzi, on fait une analyse. Le lundi 24 août 2020 à Yaoundé, au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto donne une conférence de presse. Lors de l'échange avec les hommes des médias, il estime que Yaoundé ne peut pas organiser les élections régionales sans la pacification des régions anglophones. Il menace d'ailleurs de demander au peuple de descendre dans la rue si sa doléance n'est pas prise en compte. J'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des 2 exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir.
À peine 8 jours plus tard, soit ce 2 août 2020, le président de la République, Paul Biya, précise l'agenda politique de la République. Le décret du locataire d'Etoudi montre que ces élections auront lieu dans un futur proche. Pour le parti au pouvoir, c'est aussi un signe que, malgré la menace de Maurice Kamto, la force de l'expérience, Paul Biya organisera ces élections régionales. Celui qui est contre ces élections régionales est contre la décentralisation du Cameroun. Celui qui est contre ces élections régionales est contre la constitution du Cameroun. Celui qui est contre les élections régionales est contre les attentes, la volonté collective des Camerounais en général et des Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest en particulier. Puisque pour que le statut spécial soit effectif et pour que sa signification soit sentie de manière réelle, il faut que les régions soient mises en place. Les élections régionales pourraient se tenir en octobre 2020. C'est du moins ce que prétendent certaines figures politiques qui attendent la convocation du collège électoral en août par le président de la République. Le gouverneur de la région du littoral a rencontré ce jour à huis clos les autorités traditionnelles de la région. Des échanges qui se déroulent au lendemain de la signature d'un décret présidentiel fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. On reparle donc de ce décret du président de la République. Celui-ci a respecté la loi en signant ce décret fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. C'est du moins l'avis de quelques politiques rencontrés ce jour dans la ville de Douala. Ils voient en ce décret le lancement du processus qui va aboutir à l'élection régionale. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour Abel Elimbilobe de Kautal, Cyril Sambaka de l'UDC, Banda Kani du NMP et Anissé Kane du Manidem. Ils s'expriment au micro de ST. La répartition obéit à des principes qui ne sont pas à discuter. Premier principe, chaque arrondissement doit avoir un délégué de département. Ça impose que par exemple le centre, au centre, le Fundi ait 7 sièges de délégués. Parce que la loi dit que chaque arrondissement doit avoir au moins un. Or, la région du centre a 70 communes. Elle doit aussi avoir 70 délégués. Ça donne un délégué par commune. Et comme le Fundi a 7 communes, il a 7 délégués. Donc, les choses se sont bien passées. Le décret qui est sorti hier est un décret dans la conduite de comment est-ce que la SAT a toujours fonctionné. Les critères, nous ne les connaissons pas, mais nous savons que c'est un décret du président de la République, donc c'est ça qui est applicable. Maintenant, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on n'est pas satisfait? On aurait souhaité que ce soit mieux réparti. Mais là, c'est des prérogatives du chef de l'État, il l'a fait et on est obligé, on est tenu de suivre. Non, c'est le coupage est conforme à la loi. Maintenant, les commentaires, les souhaits, les désirs ne servent pas à grand chose. Il faudra changer la loi pour adapter le découpage en fonction, n'est-ce pas, de ses orientations politiques. Mais ça, c'est autre chose. C'est un découpage qui est conforme à la loi. Donc, je ne suis pas surpris, je n'attendais rien d'autre. Voilà. L'élément important, c'est que là, il est clair qu'on est déjà entré dans la dynamique des élections régionales. Bon, il y a quand même des critères. La loi dit que chaque circonscription doit avoir un représentant. Donc il y avait déjà la considération légale. Puis après, je crois qu'il y a eu des critères démographiques en réalité. Quelle est la place des autorités traditionnelles dans la mise sur pied des conseils régionaux? Quel est le lien qui doit exister entre l'administration et les conseils régionaux? Ces questions ont été posées ce jour au professeur Titi Noël, le membre du conseil électoral des LECAM, par les représentants des partis politiques et les autorités traditionnelles. C'était au cours d'une rencontre pour explication du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Inès Panga. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées expliqué, les interrogations fusent. Nous structurons notre État en termes de Sénat qui représente les régions. Les régions qui ont une chambre
de la chefferie traditionnelle, ce que je ne vois pas ici. On prend les politiques, on mélange avec les chefs traditionnels et on impose aux chefs traditionnels de devenir donc politiques. Parce que c'est ça que j'arrive pas à percevoir là-dedans. Aux membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, les représentants des partis politiques ont voulu que le voile soit levé sur la place des autorités traditionnelles dans les élections régionales. Je pense que les chefs traditionnels vont seulement les enrôler dans les problèmes nationaux, les problèmes du développement, le problème de la gouvernance, le problème de la démocratie. Ils ne doivent pas rester limités à la coutume, ce que nos ancêtres faisaient. Ils sont là aussi pour voir ce qui se fait aujourd'hui. Autre inquiétude, la place et le rôle de l'administration après la mise sur pied des conseils régionaux. Finir de façon explicite le rapport entre la tutelle de l'État et l'exécutif régional. Il y a beaucoup de flou et je pense que cela devait être arrêté une fois pour toutes pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand on voit tous les désagréments qui existent actuellement entre les sous-préfets, les préfets, les exécutifs communaux. À cette question, le membre du conseil électoral de l'ECAM répond pour voir que la région fait ce que l'État demande. Il y a un lien entre le gouvernement régional et le gouvernement de l'État. Des échanges entre ELECAM, les autorités traditionnelles et les représentants des partis politiques qui donnent une voie à suivre aux uns et aux autres sur l'organisation prochaine des élections régionales. Nous faisons partie d'une formation politique. Nous allons également en retour aller sensibiliser notre base sur les biens fondés du conseil régional et également sur la procédure à suivre pour être conseillé. Cette rencontre a lieu ce 3 septembre 2020 au siège à Douala de la délégation régionale d'Elections Cameroun. Une occasion de faire le point sur la révision des listes électorales dans la région du littoral. On retient que la région a enregistré près de 2600 nouveaux inscrits et que les contraintes imposées par la maladie à coronavirus ont freiné les inscriptions. Conseils régionaux au scrutin de tous les enjeux sociopolitiques à travers le décret signé le mercredi 2 septembre 2020 fixant le nombre de délégués par département et le nombre de représentants du commandement traditionnel. Le président de la République jette les bases de l'aboutissement du processus de décentralisation prévu par la Constitution de 1996, une option politique dont les multiples crises observées à ce jour laissent dubitatifs certains acteurs de l'opposition quant à la résolution de la crise socio-politique, tellement les antagonismes se font ressentir en dépit de la surdité apparente des autorités. Suivons la chronique de Dipita Tongo. Le Conseil régional est en effet la dernière institution politico-administrative attendue depuis 1996 dans le processus de mise en place de la décentralisation à travers les collectivités territoriales décentralisées. Par décret signé le 2 septembre 2020, le président de la République a fixé la répartition des sièges des conseils régionaux au niveau des 58 départements du Cameroun. Le conseil régional comprend ainsi les délégués des départements dont les candidats sont issus des partis politiques, 70 au total par département, élus au suffrage universel et indirect, et les représentants du commandement traditionnel, notamment les chefs traditionnels de premier et de deuxième degré 20, élus par leur pairs, selon l'article 243 du Code électoral dans son alinéa 1. Au total, ce sont donc 90 conseillers régionaux qui sont choisis par département. Une indemnité forfaitaire de 50 000 francs CFA est également prévue pour chaque électeur. Les décrets signés ce mercredi laissent entrevoir dans les prochains jours la convocation du corps électoral. Selon la loi, le délai est de 45 jours avant la date du scrutin. Une fois effectuées, les élections régionales seront le point d'aboutissement du processus de décentralisation entamé en 1996 et dont la mise en œuvre connaît d'énormes balbutiements. Les décisions du président de la République interviennent dans un contexte politique marqué par un appel du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Le 24 août dernier, Maurice Kamto a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a menacé le gouvernement
si ce dernier s'entêtait à organiser des élections dans le contexte de crise sociopolitique actuelle dans certaines régions du pays. Pour le MRC, le peuple sera invité à investir les rues pour contraindre Paul Biya à quitter le palais de Toudi en cas de convocation du corps électoral pour une quelconque élection. Depuis le dernier scrutin présidentiel d'octobre 2018, Maurice Kamto a choisi la voie de la rupture politique pour manifester son opposition au pouvoir qu'il qualifie d'illégal et d'illégitime. Sous le label du hold-up électoral, le MRC n'a cessé de mettre la pression sur les institutions, malgré la répression dont il est victime, après les marches de janvier 2019, suivies de plus de 9 mois de prison pour certains cadres. Le leader du MRC n'en démord pas. Pour Maurice Kamto, subir le sacrifice suprême si la crise anglophone et le code électoral ne trouvent de solution consensuelle et définitive est la condition sine qua non. Malgré l'organisation en février 2020 des élections locales, législatives et municipales et la présence de certains partis politiques dans des institutions étatiques, on observe encore des violations des libertés publiques, comme le dénoncent souvent des organisations de défense des droits de l'homme, en tête desquelles Amnesty International. D'après cette organisation non gouvernementale, la liberté d'expression et de manifestation est mise à rude épreuve lorsqu'il s'agit de permettre à l'opposition camerounaise de se déployer. Dans le même ordre d'idées, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest reste préoccupante. Pas plus tard que mardi 1er septembre 2020, la ville de Bamenda a été secouée par de violents affrontements entre séparatistes et armés suite à la mort d'un policier du bataillon d'intervention rapide. Depuis 2016, la crise dans le Nosso est marquée par un regain de violence à la suite des revendications des avocats anglophones et des enseignants, doublé des revendications politiques autour de la forme de l'État. Entre partisans d'un État unitaire décentralisé, ceux d'un État fédéral, les séparatistes ont symboliquement hissé leur drapeau le 1er septembre 2017 en guise de déclaration de l'indépendance de la République d'Ambazonie, en réponse, disent-ils, à la brutalité des autorités camerounaises. À ce jour, plus de 160 000 personnes, dont au moins 34 000 vers le Nigeria voisin, sont déplacées au moment où on compte plusieurs centaines de morts. Malgré les initiatives prises par le pouvoir, les leaders séparatistes restent sur leur faim. Ainsi, le grand dialogue national qui a abouti à la mise sur pied d'un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne satisfait ni les civils armés qui affrontent les forces gouvernementales au quotidien, ni certains partis politiques de l'opposition. Selon Yaoundé, l'aboutissement de la décentralisation est la clé de voûte pour permettre aux populations de s'approprier les décisions qui les concernent. Dans cet élan, le gouvernement pense que les élections régionales à venir structurent la sortie de la crise sociopolitique qui gangrène le Cameroun. Un argument rejeté par plusieurs opposants, dont certains conditionnent la fin des conflits par le départ du président Paul Biya du pouvoir après environ 40 ans de règne pour lequel les résultats socio-économiques restent mitigés. On parle de toute autre chose à présent. Rebondissement dans l'affaire de fraude au baccalauréat. 5 jeunes Camerounais sont actuellement écroués à la prison de Kondengui. Ils sont accusés d'avoir partagé ces documents à l'attention des internautes. Selon leur avocat, il s'agit là d'une poursuite à tête chercheuse. Olivier Bouzik. L'affaire concerne 5 jeunes Camerounais, 2 étudiants, un enseignant de l'enseignement technique et 2 élèves, dont Gervin Gassam Nochi, âgé de 18 ans. Ils sont actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, poursuivis par le ministère de l'enseignement secondaire, injustement selon leur avocat. Ils sont poursuivis pour avoir partagé dans des réseaux sociaux, à travers des groupes WhatsApp, des épreuves du baccalauréat qu'ils avaient eux-mêmes reçues dans leur téléphone. On ne comprend pas du tout que les auteurs principaux, qui sont d'ailleurs connus à travers une décision ministérielle qui les a suspendus, ne soient l'objet d'aucune poursuite et que c'est des jeunes enfants qui, eux, n'ont que partagé, qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice et, plus grave, jetés en prison à Yaoundé, à Kondengui.
La défense dénonce une politique de bouc émissaire contre les 5 mis en cause, d'autant plus que leur interpellation est assez controversée. Sur des dizaines de milliers de personnes ayant partagé les preuves, comment est-ce qu'on a choisi seulement 5 personnes? Je ne sais pas quel était le critère de choix de ces personnes. Ces enfants ont fait 1 mois de garde à vue, ce qui est absolument illégal. Et ils ont été arrêtés hors de Yaoundé. Ils ont commis, entre guillemets, ce qu'on leur reproche hors de Yaoundé. Ils ne résident pas à Yaoundé. C'est très étonnant qu'on vienne à Yaoundé pour les y poursuivre. La défense a sollicité que les accusés soient poursuivis libres, mais la justice camerounaise en a décidé autrement. Nous estimons que la justice a eu la main très lourde en mettant ces enfants en prison. Vous savez, les jeunes enfants aujourd'hui avec les téléphones, ils partagent tout sur le net. Et dans leur esprit, ils ne commettaient pas un crime qui aurait pu les amener à la case prison. Ils sont malheureux, mais je pense qu'il faut simplement les encourager, leur dire que c'est un passage. S'ils ont commis des fautes, ils auront payé et que les avocats se battront pour qu'ils soient remis en liberté. Pour les charges qui pèsent contre eux, les 5 co-accusés risquent 1 mois à 3 ans de prison, assortis d'une amende de 25 000 à 2 millions de francs CFA selon le code pénal. Les 78 Camerounais bloqués en Inde seront de retour le 9 septembre prochain. Leur voyage est programmé et pris en charge par les autorités camerounaises. On se rappelle que ceux-ci ont été contraints à rester en Inde à cause du confinement et de la fermeture des frontières, des mesures prises pour lutter contre la maladie à coronavirus. Je vous propose d'écouter Michel Bissek, c'est un Camerounais qui a fait près de 6 mois bloqué en Inde, mais qui a pu revenir au Cameroun. Actuellement, il reste 78 Camerounais en Inde. Tous les corps de ceux qui sont morts sont revenus. Une cinquantaine de Camerounais revenus. Il reste actuellement 77 Camerounais en Inde, ou 78 qui viendront dans les prochains jours. Le retour au Cameroun sera programmé par les autorités camerounaises et les autorités indiennes. Le MINREC, c'est le gouvernement du Cameroun, a affrété un avion qui va aller prendre en charter les Camerounais restant en Inde à partir de la ville de Mumbai. Et ils seront pris le lundi, mercredi 9, ils seront au Cameroun le même mercredi à 19h. Disons que le confinement a été un peu ralenti en Inde ces derniers jours, donc il y a plus de liberté, mais les conditions de vie sont de plus en plus difficiles parce que les gens n'ont plus de moyens de vivre là-bas. Ayant tenu pendant 6 mois, tout est compliqué, il n'y a pas moyen de vivre, il n'y a pas moyen d'acheter à manger, il n'y a même pas moyen de louer. Certains sont 6-7 dans une chambre, ils essaient de vivre et de survivre pour attendre le retour. Je pense qu'à partir de demain, ils vont prendre le train entre New Delhi et Mumbai. Ça fait environ 15 heures ou 20 heures de train. Ils sont obligés de prendre le train parce qu'ils ne peuvent même pas payer l'avion pour partir. Et ils ont des bagages parce que c'est des malades. Ils ont des valises de médicaments, ils ont des valises d'habits. Ils ont passé 6 mois dans la détresse. Bon, ils ne sont pas à revenir, à faire tout pour revenir, quoi. Je voudrais remercier les autorités camerounaises et STV parce que STV nous a pratiquement parrainé dès le départ à faire la liste, à informer les familles, à informer les uns et les autres et à passer le message de détresse que nous avions en Inde. Merci une fois de plus pour une télévision, je veux dire, un peu patriotique, quoi. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. La junte au pouvoir au Mali a nommé un nouveau chef d'état-major et a procédé à plusieurs nominations à différents postes clés de l'armée et de la sécurité 2 semaines après le putsch, selon des décrets rendus publics mercredi. L'Union européenne se tient aux côtés de la Cour pénale internationale, CPI, après l'annonce des sanctions américaines inédites contre la procureure de l'institution. Fatou Bensouda a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission, assurant que Bruxelles avait exprimé son désaccord à Washington. Les États-Unis ont demandé jeudi que Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, se voit accorder un procès équitable. Opposant en exil en Belgique, il est le fondateur du mouvement rwandais pour le changement démocratique. La justice de Kigali l'accuse d'actes de terrorisme. Au Tchad, l'ancien ministre du pétrole, Dirassem Lemebadjiel, est en garde à vue depuis hier. Il est poursuivi entre autres pour détournement de fonds publics, des accusations rejetées par ses avocats. Qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.